Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission. Encore une fois, nous parlerons de politique internationale, surtout panafricaine. Nous allons parler de l'économie ainsi que du tourisme parce que nous profitons toujours à travers cette émission de vous montrer les très beaux paysages de nos pays africains. Restez les nôtres, je suis Constiega. Dans cette émission, nous allons aborder des sujets qui touchent le Congo, qui touchent le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Éthiopie, la Chine, avec nos différents chefs d'État qui y sont, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de nombreuses choses. Ils ne sont pas calés pour le forum, ils ont profité. Ils ont mis à profit leur séjour, on parlera comme ça aussi, surtout de la visite qu'a effectuée le président gabonais dans une université spécialisée. Nous allons aller en Hongrie, on ira voir aussi ce qu'il a fait là-bas, le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, qui a rendu visite à l'étonnement général, à son étonnement général, de voir un de ses compatriotes grand éleveur dans ce pays d'Europe, à l'Hongrie. Nous allons faire un tour aussi du côté de l'Algérie et bien sûr du Gabon. Vous avez fait le très bon choix. Restez sur votre petit écran. Nous commençons cette émission par une note triste. Quand un pays d'Afrique est endeuillé, c'est toute l'Afrique qui partage ce deuil. Et nous prenons notre part de deuil sur CNN avec cet événement malheureux qui a frappé le Sénégal, cet événement qui s'est produit au large des mers du Sénégal, et le président de la République sénégalaise, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a prononcé un discours empreint d'émotion face à la nation sénégalaise et à l'Afrique tout entière. Ce discours vous est retransmis à l'entame de cette émission. Un nouveau drame de l'immigration clandestine vient de se produire au large du Sénégal. Des gardes-côtes sont à la recherche des corps d'un énième naufrage de ces embarcations de migrants à destination de l'Europe. Des témoins affirment que l'embarcation a coulé peu après son départ. On peut retenir qu'il y a des gens qu'on trouve et il y a d'autres qu'on ne trouve pas. Du coup, jusqu'à présent, on attend. Parce que d'après les informations requises, il y avait plus de 200 personnes et on a 200 personnes et on n'a même pas vu les 30 personnes. En tout, la marine sénégalaise a repêché au moins 26 corps. Elle dit avoir lancé les recherches avec 3 navires et l'aide d'un avion de surveillance maritime espagnol. Il est possible que de nombreuses personnes disparues soient originaires de la ville côtière de Mbour. J'ai des amis, j'ai des proches. Voilà, j'ai des petites sœurs et des petits frères. D'après les informations fournies par la préfecture de Mbour, le capitaine de la pirogue se serait présenté à la police ce lundi et aurait déclaré aux enquêteurs avoir embarqué 88 passagers, moyennant environ 500 € par personne. Ce genre de naufrage frappe fréquemment le Sénégal, car c'est l'un des principaux points de départ pour les Africains qui prennent la route pour l'Europe via l'océan Atlantique. Le jeune aujourd'hui qui est parti, il était à la fleur de l'âge. Il a une épouse, 2 enfants, il avait son métier, il était maçon, il était dans le transport, il avait quand même les moyens de subvenir à ses besoins, mais malgré tout, ce sont ces genres de jeunes qui décident de partir et qui ne disent rien à leurs parents en partant. Lundi soir, la marine sénégalaise a fait savoir qu'elle a intercepté 2 autres embarcations transportant 421 migrants clandestins, dont 20 enfants. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, a exhorté les citoyens à dénoncer les pratiques de migration irrégulières et a demandé à la responsabilité collective des jeunes et des parents. C'est avec une immense tristesse que je me tiens ici aujourd'hui, face à cette tragédie humaine qui nous bouleverse tous. La nation est en deuil et la situation est particulièrement insoutenable. Je voudrais au nom de cette nation, la nation sénégalaise, présenter mes condoléances aux familles
éplorés et leur dire toute la solidarité de l'État et de l'ensemble du gouvernement face à la tragédie qui les frappe et qui nous frappe tous. Ce qui est arrivé ici à Mbour, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur. Mais je voudrais dire que la traque sans répit contre ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de la mort, va s'intensifier dès à présent. Il y a quelques jours de cela, la semaine passée pour le dire, s'est clôturée une opération appelée Djoko, qui était conjointement menée pendant plus d'1 mois par la gendarmerie, la police et même l'armée, et qui a valu la mise en échec d'un projet migratoire de jeunes à hauteur de 690 jeunes qui ont été appréhendés au moment de leur départ. C'est pour dire que le gouvernement est en train de combattre le phénomène et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort jusqu'à leur dernier retranchement. Mais il faut, d'un autre côté, appeler à la responsabilité. Dire à ces jeunes que les pays dans lesquels ils s'en vont, ce sont des pays qui ont été construits par des êtres humains, par des citoyens qui ont cru qu'au changement dans leur propre pays et qui ont réussi à faire de ce pays ce qui les y attire au risque de la mort. Il nous appartient ici, tous, hommes et femmes, jeunes et adultes, gouvernants et citoyens, de nous mettre autour d'un projet de construction de ce pays et de croire à l'espoir, de croire à la possibilité de changer par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Toute l'équipe de CNN présente les condoléances aux familles endeuillées du Sénégal et d'ailleurs de certains Africains aussi qui ont été frappés par ce deuil. Nous quittons le Sénégal par cette très mauvaise nouvelle et nous allons faire un tour dans le pays présidé par son Excellence Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Au Cameroun, le ministre de la Santé publique du Cameroun a fait un point de presse pour dresser le bilan vacances sans sida. Reportage Stéphane Nego, Gérard-Richard Gozo, Raoul Sankoué, Eric Bikek et Séverin Tchatchoua. Lancé depuis le 31 juillet 2024 dans les 10 régions du Cameroun sous le haut parrainage de la première dame, Madame Chantal Biya, la 22e édition de la campagne Vacances sans sida a débouché sur des résultats encourageants. Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a dressé le 6 septembre 2024, lors d'un point de presse, un bilan sur la clôture des activités de cette 22e édition de la campagne Vacances sans sida. Un point de presse qui s'est tenu dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, au siège de la délégation régionale de son département ministériel. C'était en présence du représentant du gouverneur de la région du littoral, du délégué régional de la santé pour le littoral, des directeurs d'hôpitaux et centres de district, ainsi que des hommes et femmes de médias. Le docteur Manaouda Malachi a livré aux hommes de la presse des données statistiques enregistrées au cours de la campagne, tant sur le nombre de cas de personnes infectées par le VIH-Sida que sur le nombre de personnes prises en charge. En effet, sur le total de 8 990 ados jeunes
identifiés séropositifs au VIH en 2023, le nombre de nouvelles infections était de 2228, représentant un quart, donc 25% de séropositifs contre 6762 anciens cas dont le statut était déjà connu et qui sont sous traitement antirétroviral. Depuis l'étude CAMFIA et l'enquête démographique et de santé EDS réalisée respectivement en 2017 et 2018, la prévalence, bien entendu, anciens et nouveaux cas du VIH chez les ados jeunes est de 1%. L'incidence du VIH est de 0,35% par année, avec un poids 9 fois plus élevé chez les jeunes filles, soit 0,64% par année, comparativement aux garçons où on est à 0,07% par année. Par conséquent, les ados jeunes représentent environ 30% du poids de l'ensemble des nouvelles infections au VIH enregistrées au Cameroun durant l'année 2023. L'initiative de la Première Dame, Son Excellence Madame Chantal Biya, est donc salutaire car elle permet la prise de conscience des ados jeunes à travers des campagnes ciblées et multisectorielles de sensibilisation contre le VIH-Sida et les autres IST. Durant cette 22e édition de la campagne de lutte contre le VIH-Sida en milieu jeune, plusieurs innovations ont permis de sensibiliser plusieurs jeunes, notamment la communication digitale. Cette 22e édition de la campagne Vacances sans Sida a été marquée essentiellement par le dépistage gratuit du VIH, couplé au test des hépatites virales B, également offert gratuitement, et par la sensibilisation des jeunes sur la couverture santé universelle comme cadre de prise en charge gratuite du VIH-Sida au Cameroun, tel que décidé par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya. Sur le plan statistique, les résultats préliminaires de cette 22e édition de Vacances sans Sida font état de près de 4,5 millions de jeunes sensibilisés à travers les causeries éducatives, les entretiens individuels, les réseaux sociaux et les interventions dans les médias. Il était également question lors de cette campagne de sensibiliser la jeunesse sur d'autres maladies sexuellement transmissibles telles que les hépatites. Il convient de rappeler que depuis le démarrage de cette campagne Vacances sans Sida en 2003, sous l'initiative de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, c'est déjà plus de 10 000 pères éducateurs mobilisés dans les 10 régions du pays pour la sensibilisation, la prévention et la prise en charge VIH-Sida en milieu jeune. Après le Cameroun et ses vacances sans sida, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant, l'équipe de rédaction de CNN a décidé de vous faire un peu un panorama vidéo, une présentation de ce pays, histoire un peu d'attirer l'attention de tous les investisseurs du Nord sur l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire, qui est le mastodonte, on peut dire tout simplement, la figure de proue des pays de l'Afrique de l'Ouest. Tout de suite, le reportage de notre équipe de rédaction qui présente la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la première économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec 40% du produit intérieur brut de la zone. Elle possède de solides infrastructures, deuxième port d'Afrique subsaharienne, d'importants réseaux routiers, aéroports aux normes internationales. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde, avec plus de 40% du marché. Le pays assure son autosuffisance énergétique grâce à l'exploitation de gisements de gaz et de pétrole qui lui permettent d'exporter l'électricité et des produits pétroliers dans la sous-région. À l'issue de la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19, la Côte d'Ivoire a renoué avec la croissance soutenue, soit 6,4% en 2023. L'inflation reste modérée à 4,4% en 2023. Le déficit budgétaire est maintenu toutefois,
avec un niveau élevé ces dernières années, 5,2% du produit intérieur brut en 2023. Cela est dû au fait des mesures de soutien à l'économie face à la Covid-19 et aux conséquences de la guerre en Ukraine et à l'accroissement des dépenses sécuritaires. Cette situation s'explique également par des difficultés de l'administration ivoirienne à augmenter les recettes publiques. La question de la viabilité de la dette, qui constitue 58% du produit intérieur brut en fin 2023, est également prégnante, dans un contexte où les marchés financiers régionaux sont saturés du fait de la demande accrue de l'ensemble des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors que le pays n'était plus sous programme FMI depuis décembre 2020, le conseil d'administration de cette institution a approuvé en mai dernier un nouveau programme économique et financier d'un montant inédit de 3,5 milliards de dollars. En février 2024, un accord a également été conclu avec le Fonds monétaire international en vue d'un prêt de 1,3 milliard de dollars destiné à aider Abidjan à préparer sa transition énergétique. En janvier 2024, l'État ivoirien a lancé 2 tranches d'émissions obligataires d'un montant total de 2,6 milliards de dollars en eurobonds. Près de 80% de l'activité économique du pays relèverait de la seule ville d'Abidjan, qui abrite pourtant moins du quart de la population du pays. Par ailleurs, l'économie reste encore largement informelle, avec une part estimée entre 30 et 40% du produit intérieur brut. Les autorités ivoiriennes ont élaboré un plan de développement national 2021-2025 qui se fixe pour objectif l'accélération de la transition structurelle de l'économie, le renforcement de l'inclusion sociale, le doublement du produit intérieur brut par habitant en 2030 et enfin l'accès de la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Après cette présentation de la Côte d'Ivoire qui doit flatter les égos et surtout montrer aux yeux du monde que voilà un pays où il vaut mieux venir faire des investissements, nous allons vous montrer les prouesses d'un ministre. C'est le ministre Bruno Nabane Koné, un ministre qui fait des choses comme elles se doivent. Ce ministre est allé en Éthiopie. En Éthiopie, le pays dirigé par son Excellence Sahle-Work Zewde. Et là-bas, le ministre ivoirien de la construction, du logement et du l'urbanisme de Côte d'Ivoire, M. Bruno Nabane Koné, conduisait une importante délégation ivoirienne afin de prendre part à la première édition du Forum urbain africain d'Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. Raoul Sankoué, Marcel Bassolé et Gérard Richard Gozo nous en font le point. Un protocole d'attente a été signé entre l'Organisation des Nations Unies Habitat et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de la Côte d'Ivoire. Il marque un tournant décisif dans la mobilisation des ressources pour favoriser le développement urbain durable en Côte d'Ivoire. Les deux parties s'engagent à collaborer pour concevoir et mobiliser des financements et mettre en œuvre des projets et de programmes d'urbanisation. Ce protocole d'entente a été signé à l'occasion de la première édition du Forum urbain africain à Addis Abeba, en Éthiopie. Le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisation, M. Bruno Nabane Koné, chef de la délégation ivoirienne, a participé à plusieurs sessions ministérielles, des rencontres B2B ainsi que des panels de haut niveau. Nos pays se développent et nous avons 53-54% de la population qui est urbaine. Et cela nécessite une prise en charge, cela nécessite un accompagnement spécifique. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'échanger avec nos collègues, nos homologues d'autres pays, entendre les expériences qui sont vécues ailleurs pour être plus efficace dans cette gestion du développement urbain. Au cours de ces rencontres, le chef de la délégation ivoirienne a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de résilience urbaine. Des acquis reconnus et salués par tous les organismes et pays présents lors de cette première édition du Forum urbain africain tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Au-delà de ce qui est fait en Côte d'Ivoire, nous essayons de nous projeter au niveau africain à travers l'Alliance africaine des ministres en charge du développement urbain qui a été d'ailleurs lancée à Abidjan. Et cette alliance a pour but surtout de nous rendre plus forts dans
les missions qui nous sont confiées par nos États respectifs, d'avoir un dialogue qui soit mieux structuré et plus efficace avec les bailleurs, donc avec la communauté des bailleurs et avec toutes les entités à travers le monde. Après 3 jours de travaux intenses, auxquels ont participé environ 1500 délégués, le chef de la délégation ivoirienne, Bruno Nabané Koné et sa suite, se sont rendus dans les quartiers appelés Bolé Belboula, où le gouvernement éthiopien développe un projet de 60 000 logements sociaux. Voilà un ministre qui fait des très très bonnes choses, qui est au four et au moulin, qui travaille d'arrache-pied. Je souhaiterais d'ailleurs que certains Ivoiriens aillent faire un tour dans son ministère. Vous serez bien accueillis. Vous verrez la différence. Vous verrez comment est-ce qu'on est accueilli dans ce ministère de l'humanisme, du logement, de la construction de Côte d'Ivoire, dirigé par M. Bruno Koné. Je vous retrouve juste après la réclame. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire et là, le responsable des reportages spéciaux de CNN a traîné sa caméra, assisté de Lévite Vonan, a traîné sa caméra comme ça dans les rues d'Abidjan lors de la rentrée scolaire du 9 septembre. Et il s'est focalisé sur 2 lycées d'excellence. C'est vrai, nous aimons l'excellence sur CNN et nous souhaitons avoir des jeunes générations qui ne prônent que l'excellence. Le lycée d'excellence de Grand Bassam, le lycée d'excellence Sainte-Marie de Cocody. Cocody qui est né autre qu'un quartier résidentiel de la ville d'Abidjan. Ousmane Koulibaly, reporter spécial de CNN, a traîné sa caméra et nous rapporte cette rentrée scolaire, les premières images de la rentrée scolaire dans ces lycées d'excellence à Abidjan. Au lycée d'excellence de Grand Bassam, il est à peine 7 heures et les élèves se préparent pour la levée des couleurs, sous la surveillance attentive du proviseur Madame Fatoumata Chérif Diabaté. Ici, la rigueur et la discipline est de mise. D'ailleurs, c'est à pas de course que les retardataires atteignent le point de rassemblement. La nouvelle année scolaire 2024-2025 débute avec enthousiasme. Après l'exécution de l'hymne national de Côte d'Ivoire, place aux instructions. Au BPC d'abord, nous avons eu 100%. Au bac, 98% avec 95 mentions. Ce qui nous impose un autre bon résultat en 2024-2025. Les résultats que j'ai égrenés tout à l'heure ne peuvent pas se faire sans discipline, sans excellence. Il faut le leur répéter chaque fois pour qu'ils sentent que l'excellence, on ne plaisante pas avec cela au lycée d'excellence. Il est également important de respecter les horaires. Dans cette classe de 6e, le cours inaugural est dédié au code de bonne conduite. On ne triche pas, donc tu comptes sur toi-même. Tu apprends tes cours et quand le professeur vient, lorsqu'il dit qu'il y a une interrogation, prenez les feuilles quand tu es déjà prêt. Ces nouveaux élèves, dans cette école d'élite, sont résolus à rivaliser d'ardeur. Avec le prix d'excellence que j'ai reçu, cela m'amène à travailler davantage et de maintenir ma position. Mon objectif, c'est d'être le premier des premiers. Le programme scolaire des élèves de Terminale C commence par un cours de mathématiques. En terminale C, les mathématiques et les physiques ont le plus gros coefficient. Il faut vraiment travailler d'arrache-pied et puis commencer tôt. Cette ambiance studieuse, portée vers l'excellence, est la même qui règne au lycée Sainte-Marie de Cocody. Au sein de cet établissement scolaire où les femmes leaders de demain sont formées, il n'y a pas de place pour la médiocrité. C'est le message adressé aux nouvelles et aux anciennes pensionnaires dès l'entame de cette année académique. Partant de la discrétion, on fait parler du lycée Sainte-Marie de par le Après ce moment, les élèves se rendent dans leurs classes respectives. Dans cette classe de terminale littéraire, le programme scolaire commence par un cours de philosophie. Donc ici à Sainte-Marie, effectivement, le premier jour, nous commençons les cours. Donc il n'y a pas 2 minutes d'attente. Pour la rentrée, je l'appréhende avec un peu de peur et de stress, mais je me dis que avec mes efforts combinés et la grâce de Dieu, tout va bien aller. Je suis contente d'être à Sainte-Marie parce que c'est l'une des meilleures écoles de Côte d'Ivoire et puis ça me permet d'avoir plusieurs opportunités. Le lycée Sainte-Marie de Cocody a obtenu 100% d'admis au BEPC et au baccalauréat lors des examens de grand tirage 2023-2024. L'établissement a des objectifs supérieurs pour l'année scolaire 2024-2025. Quand on est premier,
C'est le plus dur qui commence. Et cette année, nous aspirons faire 100% de mention au bac. Le lycée d'excellence de Grand Bassam et le lycée Sainte-Marie de Cocody ont été créés respectivement en 2019 et en 1962 et ont remporté de nombreux prix à l'échelle nationale et sous-régionale. Un visage empreint de rigueur et d'excellence qui continueront à faire preuve cette année. Eh oui, dès qu'on parle du lycée d'excellence, on voit tout de suite des élèves qui, après leur baccalauréat, auront le choix entre des études universitaires ou des études spécialisées, des études professionnelles. Un conseil, notre partenaire officiel, l'UIL, l'Université internationale de Libreville, est aussi une destination à choisir. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et de sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2024-2025. Après la Côte d'Ivoire, nous allons tout de suite au Nigeria, le pays présidé par son Excellence M. Bola Tinubu, un pays à fort potentiel. Et là-bas, il y a eu un événement de remise en cause. La CEDEAO veut renforcer la communication médiatique via les chaînes de radio et télévision d'État. La CEDEAO fait un constat amer des campagnes de désinformation depuis l'apparition des médias sociaux. La CEDEAO voit ainsi son image altérée. Reportage Gérard Richard Gozo, Raoul Sankoué, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolet. La CEDEAO, le paradoxe étrange d'un organisme âgé de 49 ans et mal connu, du moins pour ses accomplissements auprès de ses populations. Elle se considère comme victime d'une campagne de désinformation et voit ainsi son image altérée. Afin de rectifier une telle perception, la commission de la CEDEAO a décidé d'impliquer les chaînes de radio et de télévision étatiques des pays membres. La commission de la CEDEAO et les institutions de la CEDEAO travaillent pour l'intérêt général des citoyens de la communauté. Pour cela, il faut que tout le monde se mobilise et ensemble, on essaie de réaliser les attentes de la population. Toutes les parties sont d'accord sur le fait qu'il est nécessaire de créer et de diffuser des programmes en lien avec les actions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur les antennes des médias des services publics. Cependant, comment et avec quels moyens? 2 jours de discussion et de réflexion à Abuja au Nigeria, au siège de la CEDEAO, ont permis de définir les fondements de cette coopération. Chacun de nos pays, à un certain moment donné, a traversé une phase très critique. Et pendant ces périodes-là, nous avons vu la CEDEAO à côté des peuples pour quand même nous aider à surmonter ces crises. Raison pour laquelle je pense que c'est seulement rendre justice à la CEDEAO que de mettre en exergue les différentes réalisations de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas conçue pour que chacun travaille dans son coin, mais c'est dans un esprit d'échange, de partage et également de communion pour être beaucoup plus fort dans la sous-région. Donc il y a des acquis et ces acquis, nous devons les préserver. Il va être question d'établir vraiment une plateforme à travers laquelle toutes les télévisions vont intervenir en faisant des reportages sur les réalisations de la CEDEAO dans les pays respectifs pour que les populations sachent que ce n'est pas la CEDEAO des chefs d'État seulement, ce n'est pas la CEDEAO des crises post-électorales, ce n'est pas la CEDEAO des coups d'État, mais c'est la CEDEAO vraiment des peuples. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est l'une des plus dynamiques en termes d'intégration économique parmi les 8 communautés régionales que compte l'Afrique.
Ce malgré la présence de défis persistants tels que le terrorisme, les changements anticonstitutionnels et la sécurité alimentaire. La CEDEAO peut se targuer d'avoir réalisé des progrès significatifs tels que la résolution des conflits armés au Libéria et en Sierra Leone, l'établissement d'un passeport unique, la construction d'un câble sous-marin pour l'accès à Internet dans la sous-région et la construction en cours de l'autoroute appelée Corridor Abidjan-Lagos, dans le but d'améliorer la circulation des biens et des personnes. La création de la monnaie unique demeure le défi majeur que l'institution doit relever pour son prochain cinquantenaire, qui débute en 2025. Après le Nigeria, tout en espérant que les réseaux sociaux écorcheront de moins en moins la CEDEAO, de toutes les façons, ce n'est pas des pratiques assez naines. On espère toujours accompagner nos États. C'est des États qui ont besoin du soutien de leurs médias. Et c'est ce que nous faisons sur CNN. Nous allons tout de suite en Chine, à la République populaire de Chine, dont le président n'est autre que M. Xi Jinping. Et dans ce pays qui a accueilli récemment de nombreux chefs d'État africains, certaines premières dames se sont distinguées. À l'exemple de la première dame de la République de Guinée, dont la capitale est Conakry, Mme Lauriane Doumbouya, a participé à une conférence sur l'éducation féminine en Chine en marge du FOCAC. Reportage Gérard Richard, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé, Séverin Tchadjoua. La première dame de la République de Guinée, Mme Lauriane Doumbouya, a pris part à une conférence dédiée à l'éducation des femmes, organisée à la résidence des hôtes d'État d'Yaoyutai, à Pékin, en marge du Forum sur la coopération sino-africaine. Cet événement d'envergure, présidé par Mme Peng Liyuan, première dame de la République populaire de Chine, s'est tenu sous le thème « Chine et Afrique, main dans la main pour l'autonomisation des femmes par l'éducation ». Accueillie par la vice-présidente de la Fédération des femmes chinoises, Mme Lauriane Doumbouya, accompagnée d'une délégation comprenant Mme Dre Diaka Sidibé, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Mme Aminata Koïta, ambassadrice de Guinée en Chine, et Mme Aminata Touré, première secrétaire chargée des affaires protocolaires à l'ambassade de Guinée, a pris une part active aux discussions. Ces échanges ont mis en lumière l'éducation féminine en tant que levier essentiel pour le développement et le progrès social. La première dame de Guinée, Mme Lauriane Doumbouya, a été la première à être accueillie et a eu l'honneur de signer sur le tableau d'honneur avant de rejoindre Mme Peng Liyuan pour les discussions. Durant son discours, Mme Peng Liyuan a souligné la nécessité d'intensifier les efforts communs afin de promouvoir l'éducation des filles et des femmes, insistant sur son importance dans la réduction des inégalités et l'autonomisation des communautés. Elle a exprimé son engagement à renforcer la coopération entre les premières dames africaines pour faire face aux défis tels que l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques pour les femmes. Cette rencontre a également été marquée par des échanges culturels enrichissants, notamment une représentation de l'opéra de Beijing ainsi qu'une prestation artistique de jeunes talents chinois illustrant l'importance de l'éducation pour l'épanouissement personnel et communautaire. Ces moments culturels ont permis de renforcer les liens entre la Chine et la Guinée, tout en mettant en avant la diversité culturelle des deux pays. Au-delà de l'éducation, la conférence a offert à Mme Lauriane Doumbouya l'opportunité d'établir de nouveaux partenariats dans le cadre de ses initiatives sociales en Guinée. Elle a notamment discuté de questions telles que la santé maternelle et infantile, la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Les échanges fructueux avec Mme Peng Liyuan et les autres premières dames africaines présentes ouvrent la voie à une coopération future axée sur le partage des bonnes pratiques et le renforcement des capacités des femmes. La participation de Mme Lauriane Doumbouya à cette conférence internationale témoigne de son engagement résolu en faveur des droits des femmes et de l'amélioration des conditions de vie en Guinée. Son action en faveur de l'éducation des filles et de l'autonomisation des femmes s'inscrit dans une ambition plus large de bâtir une société guinéenne plus juste et équitable. En tissant des alliances stratégiques en Chine, Mme Lauriane Doumbouya s'assure du soutien international pour les initiatives qu'elle défend au niveau national. Cette dynamique contribuera à renforcer l'impact des actions en faveur des femmes, notamment à travers des partenariats dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'entrepreneuriat. Par sa participation active à cette conférence, Mme Lauriane Doumbouya incarne un leadership engagé sur la scène internationale. Sa vision d'un avenir où chaque femme guinéenne pourra s'épanouir et améliorer sa condition a trouvé un écho favorable lors du sommet du FOCAC.
Nous quittons la Chine pour l'Afrique. En Afrique, nous allons vous présenter un autre pays après la Côte d'Ivoire, c'est le Congo-Brazzaville, présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso. Pays d'Afrique centrale, la République du Congo, encore appelée Congo-Brazzaville, s'étend sur une superficie de 342 000 km². Sa population s'élève à 5,7 millions d'habitants, dont 47% sont âgés de moins de 18 ans. Plus de la moitié de la population se concentre dans les deux villes principales du pays, dont Brazzaville et Pointe-Noire. Le territoire est l'un des moins denses d'Afrique, avec 14,8 habitants au kilomètre carré. En grande partie recouverte de forêts tropicales, la République du Congo abrite l'une des plus vastes zones de tourbières tropicales, écosystème fragile qui joue un rôle crucial dans la régulation du climat. Le secteur pétrolier représente environ la moitié du produit intérieur brut du pays et 80% de ses exportations, ce qui fait de la République du Congo le troisième producteur d'Afrique subsaharienne. La République du Congo possède en outre d'abondantes ressources minières, pour la plupart encore non exploitées. Le gouvernement congolais donne la priorité aux questions de gouvernance institutionnelle, économique, financière, sociale et inclusive. Depuis les statistiques mises à jour au mois d'avril 2024, le Congo affiche un indice de capital humain de 0,42. La République du Congo se situe en dessous de la moyenne pour sa catégorie, qui se situe à 0,48 pour les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Le pays n'a que faiblement progressé dans les domaines de la santé et de l'éducation sur l'indice du développement humain. La mortalité infantile demeure élevée, avec un taux de 32 décès pour 1000 naissances vivantes. À la fin de l'enseignement primaire, seuls 37% des enfants atteignent les niveaux de compétences requis en mathématiques et 48% en français. L'accès à l'électricité concerne 67% de la population dans les zones urbaines, contre seulement 12,4% dans les zones rurales. L'accès à l'eau potable est un autre domaine dans lequel des améliorations potentielles pourraient être apportées. 74% de la population a accès à une source d'eau potable, mais ce chiffre est nettement inférieur dans les zones rurales, soit 46% malgré les ressources hydrologiques considérables du pays. Selon les estimations, l'activité économique du Congo a augmenté de 1,9% en 2023, contre une estimation de 1,5% en 2022, sous l'impulsion du secteur non pétrolier. Cependant, la croissance du produit intérieur brut réel par habitant est restée négative en 2023, et l'incidence de la pauvreté a donc légèrement augmenté, pour atteindre les 46,8% de la population selon les estimations. La réforme en cours des subventions aux carburants aide à maintenir les excédents budgétaires, mais a également contribué à une augmentation temporaire de l'inflation en 2023, ce qui a atteint les 4,3%. L'inflation des denrées alimentaires a ralenti en 2023 mais reste élevée à 4,3%, ce qui devrait continuer à affecter davantage les segments les plus pauvres de la population, qui consacrent généralement une part plus importante du budget de leur ménage à l'alimentation. La hausse des prix du pétrole, l'amélioration de la gestion de la dette et les accords de restructuration de la dette ont contribué à rétablir la viabilité de la dette au second semestre 2021. Le produit intérieur brut devrait accroître à un rythme de 3,5% en 2024 et de 3,4% en moyenne en 2025-2026. Bien que les vulnérabilités de la dette restent élevées, le ratio dette-PIB devrait diminuer pour atteindre les 81% en 2026, contre 96% en 2023. La reprise économique reste fragile et soumise à des risques de détérioration tels que la volatilité des prix du pétrole et l'instabilité de la production pétrolière, une demande mondiale plus faible que prévu, un nouveau recensement des conditions financières mondiales ou régionales, ainsi que des conditions météorologiques défavorables et des retards dans la mise en œuvre des réformes structurelles. Après
Après ce film qui vous présente l'attraction du Congo-Brazzaville, nous allons nous rendre en Chine, où nous allons encore parler de cette visite du président Denis Sassou Nguesso en Chine populaire. Son Excellence Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, a été reçu lors de son séjour en Chine par le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Reportage Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassoli et Charlotte Abdoulaye. Cette fois-ci, c'est du côté du sud du Grand Palais du Peuple que son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, est accueilli par le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine, M. Leji Zhao. La rencontre des deux personnalités est sanctionnée par une séance de travail entre les deux parties. Le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine, M. Leji Zhao, dans son mot de bienvenue, a félicité le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour la désignation du Congo pour la coprésidence du FOCAC. La détermination de la Chine à soutenir le Congo dans sa voie vers le développement a été saluée par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Le cortège du président congolais a quitté l'Assemblée nationale en direction de la place Tiananmen, la 4e plus grande place publique au monde, où le chef de l'État congolais a déposé une gerbe. Ce monument est obélix, situé à proximité du centre de la place Tiananmen, au nord du mausolée de Mao Zedong. La construction de ce monument en la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois lors des 19e et 20e siècles fut décidée le 30 novembre 1949 lors de la première session plénière de la conférence consultative politique du peuple chinois. Sa hauteur avoisine les 38 mètres. Après la Chine, retour en Côte d'Ivoire, nous allons parler de ce ministère de la Défense de Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence le ministre d'État, M. Téné Birahima Ouattara, un ministère qui aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, veille à la sécurité des Ivoiriens. La coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis se renforce au quotidien. Une rencontre entre le général des corps d'armée de Côte d'Ivoire, M. Lansina Doumbia, et son Excellence Jessica Davis-Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, s'est tenue dans une ambiance cordiale, une ambiance, je dirais même, fraternelle. Reportage Ousmana Koulibaly, Lévite Elivonan, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Au cours de cette rencontre avec l'ambassadrice, son Excellence Jessica Davis-Ba, représentant la partie américaine, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a exprimé toutes ses attentes quant aux résultats de ses travaux. Il a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération militaire ancienne entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, avant de rappeler les accords bilatéraux de défense conclus entre les deux pays dans les domaines de la formation, de l'appui technique et du transfert des compétences. Cette coopération fructueuse a permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier de nombreux matériels et de renforcer ses capacités dans les secteurs stratégiques, notamment dans la lutte contre les activités illicites en mer. Au regard de tout ce qui précède, je souhaite réitérer, au nom du ministre d'État et ministre de la Défense et de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, notre profonde gratitude au gouvernement américain pour son soutien constant. L'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence Jessica Davis-Ba, accompagnée par le général de brigade Sean Holt du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, pour sa part réitérer les bonnes dispositions de son gouvernement pour soutenir les efforts de développement de la Côte d'Ivoire. Lequel développement nécessite de disposer d'un climat de paix et de sécurité, d'où tout le sens de l'appui des États-Unis à la Côte d'Ivoire. Elle a surtout salué l'initiative de cette rencontre bipartite qui permet une planification sur le long terme, offrant ainsi une possibilité d'évaluation régulière afin d'optimiser la coopération militaire. Notre but aujourd'hui est de synchroniser les efforts de coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans l'esprit d'une collaboration mutuelle. Et je suis confiant que cette planification détaillée débouchera sur les programmes de formation et d'équipement afin de répondre aux besoins réels pour une Côte d'Ivoire plus sûre et plus sécurisée. Les travaux de la commission portent notamment sur la lutte contre le terrorisme, la sécurité des frontières, le renseignement militaire, la reconnaissance, la surveillance, la sécurité maritime et la cybersécurité.
L'Afrique bouge, tous les chefs d'État tiennent à rapporter que du bonheur pour leur population. Et nous allons en Hongrie. En Hongrie, le président de la République tchadienne a entrepris une visite de 72 heures à Budapest, la capitale, où un accueil chaleureux lui a été réservé. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Ce 7 septembre 2024, Budapest, la capitale hongroise, a accueilli la première sortie européenne du premier président de la 5e République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Cette première sortie en Europe centrale est inédite dans l'histoire du Tchad et sera gravée dans le marbre car en 64 ans d'indépendance, c'est la première fois qu'un président en exercice entreprend le déplacement de la Hongrie. Un détachement de la garde d'honneur est positionné à l'aéroport international Ferenc Liszt de Budapest afin de rendre les honneurs à l'hôte de marque du Premier ministre hongrois, M. Viktor Orbán. Au bas de l'échelle de coupé, le ministre hongrois de l'Agriculture, M. István Nagy, et quelques officiels hongrois accueillent le chef de l'État tchadien qui visite pour la première fois la terre hongroise, un pays aux multiples facettes et historiques. Ensuite, le cortège du président du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, prend la direction du centre-ville. Le programme de la visite officielle du président de la République du Tchad à Budapest prévoit une cérémonie d'honneur militaire digne de ce nom le lundi 9 septembre 2024, une rencontre bilatérale avec le chef du gouvernement hongrois, M. Viktor Orbán, suivie de la signature des accords entre le Tchad et la Hongrie. Enfin, une visite du Parlement hongrois et un dîner offert en l'honneur du chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, bouclera la visite officielle de 72 heures qu'entreprend le président de la République du Tchad dans la capitale hongroise. Restons toujours en Hongrie et surtout dans sa capitale Budapest avec le chef de l'État du Tchad qui y est, comme je le disais tantôt, pour 72 heures. Durant ce séjour hongrois, le chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé des accords de coopération entre la Hongrie et son pays. Et ce, pour le bonheur du peuple tchadien. À l'issue de la rencontre en tête-à-tête et la rencontre élargie, les deux parties tchadiennes et hongroises ont conclu 4 accords sous la supervision du président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, et du Premier ministre hongrois, Viktor Orbán. Les deux pays amis ont pris la décision de formaliser les relations qui leur seront bénéfiques, en signant une déclaration commune de partenariat stratégique entre la Hongrie et la République du Tchad. Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de Hongrie, M. Péter Szijjártó, ainsi que son collègue, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, M. Abderrahmane Koulamala, ont apposé leur signature au bas du document, afin de traduire dans les faits la visite effectuée la veille par le chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, à la ferme Vitafort, qui est une ferme spécialisée dans la production laitière et alimentaire pour le bétail. Un mémorandum d'entente a été signé entre le ministre de l'Agriculture de la Hongrie et le ministère de l'Élevage du Tchad dans le domaine de la production animale. L'honneur a échu le ministre de l'Agriculture et au chef de la diplomatie tchadienne d'apposer leur signature. Dans le domaine de la défense, 2 accords sont signés. Il s'agit d'un accord de coopération en matière de défense et un autre accord sur le statut des soldats hongrois stationnés au Tchad. C'est le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général Isaka Maloua Jamous, et son collègue hongrois de la Défense, M. Christophe Zalai Brouonovicki, qui ont paraphé le document. Avec la signature de ces accords, de nouvelles balises porteuses de joie et d'espérance d'une relation bilatérale mutuellement avantageuse entre la Hongrie et le Tchad sont posées. Et il ne reste plus que la mise en musique au bénéfice des deux peuples amis. Il n'a pas été de tout repos en Hongrie. Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, puisqu'il a rendu visite à un de ses compatriotes. Le président de la République tchadienne, qui a été en visite en Hongrie pour toucher les réussites de son compatriote ingénieur, M. Paloma Taikiba. Gérard Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye, nous en font écho.
La modernisation du secteur de l'élevage au Tchad est une priorité majeure pour le président du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, en se basant sur l'expérience de la Hongrie, qui a connu un succès dans ce domaine, en mettant l'accent sur le transfert des compétences et l'option choisie. D'où la raison du déplacement du chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, à la ferme Vitafort, située à 40 km à la sortie sud de la capitale hongroise, Budapest. À son arrivée, le chef de l'État tchadien est reçu par le ministre de l'Agriculture hongrois, M. István Nagy, qui avait à ses côtés le directeur général de la ferme Vitafort. Dans cette ferme, il y a un ingénieur tchadien nommé Paluma Taikiba. Depuis 5 ans, il travaille en collaboration avec ses collègues hongrois. Très impressionné, le président tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a eu une longue conversation avec son compatriote et l'a encouragé dans l'exercice de ses fonctions. Selon son directeur général, M. Klaus Zautan, la ferme Vitafort est une filiale de l'université hongroise des sciences de l'agriculture et de la vie et représente un modèle réussi d'industrialisation du secteur de l'élevage. D'autres experts se sont succédés pour vanter l'expertise à cette ferme qui est présente dans 24 pays d'Asie et d'Amérique latine. Au sein de ce complexe, on produit des aliments pour bétail. Des techniques utilisées pour produire du fourrage naturel sans organismes génétiquement modifiés ont été exposées au chef de l'État tchadien, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, par le responsable de la ferme. La ferme Vitafort possède une expérience de 40 ans dans le domaine de la production laitière. On y élève des vaches qui sont traitées et nourries sur place grâce à l'usine d'alimentation pour bétail située au sein de la ferme Vitafort. De manière concrète, on compte 3000 têtes, dont 1000 têtes de vaches laitières. Ces vaches produisent 35 000 à 40 000 litres de lait par jour, soit 20 millions de litres de lait par an. En Hongrie et à l'étranger, ces produits laitiers très prisés sont vendus sous différentes formes, telles que le lait pasteurisé, les yaourts, les fromages et les laits en poudre, pour ne mentionner que cela. La partie hongroise a émis le souhait d'implanter une de ses fermes au Tchad. Elle sera spécialisée dans la production de lait de vache et de chamelles. Pour une ferme qui compte 1500 chamelles, la production de lait en poudre générera un bénéfice de 35 000 € par jour. Selon les experts de la ferme Vitafort, le lait de chamelle en poudre est très prisé en Chine et dans les pays du Golfe. Le Tchad est un pays d'élevage de premier plan et ce projet a été approuvé par le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Son objectif est de développer ce secteur essentiel et de faire bénéficier les Tchadiens et les Tchadiennes des produits et sous-produits de ce secteur qui est intégré dans son programme politique. Après la Hongrie, nous allons tout simplement en Afrique du Nord, en Algérie, le pays du président réélu, son Excellence, M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République d'Algérie. Dans ce pays, la présidentielle 2024 s'est achevée avec un score effrayant qu'on aimerait voir sous d'autres cieux, suivez mon regard, et qui a fait du président sortant réélu au deuxième tour avec 95% des voix. Comme je le disais, un score qui va réjouir nombreuses personnes sur certains cieux en 2025, suivez mon regard. Et je peux simplement vous dire que les Algériens ont fait fort. Ils ont montré encore une fois qu'en Afrique, on sait faire des choses. 95% de voix, retenez ce chiffre. Dans un pays, c'est un chiffre qui doit être fait en 2025. Pour l'instant, Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard-Gozo, Marcel Bassolé et Séverin Tchatchoua nous en font tout simplement écho. Entre les voitures, quelques pas de danse et un portrait à main, celui du président réélu Abdelmadjid Tebboune, qui a été élu pour un second mandat avec un score record de près de 95% des voix exprimées. Les résultats ont récemment été annoncés de manière officielle. Les partisans célèbrent cette victoire dans le centre-ville d'Alger, un scrutin qui n'a pas vraiment suscité de suspense. 3 candidats étaient en lice, mais le président sortant était donné favori et il a obtenu près de 95% des voix. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la joie qui est la nôtre. Notre peuple est heureux. Ce résultat, nous sommes allés le chercher dans le respect de la loi. Un peu plus tard, dans un communiqué commun, les 3 équipes de campagne dénoncent des irrégularités et des contradictions dans les résultats, avec des erreurs dans les pourcentages. L'un des vaincus remettant en cause le calcul du taux de participation de 48% officiellement, mais peut-être seulement la moitié en réalité. Ça n'empêche pas le camp du président réélu de savourer sa victoire. Je remercie au nom de la direction de campagne et du candidat qui a remporté cette élection tout le peuple algérien pour son choix, ses résultats positifs en faveur du président de la République et en faveur de l'Algérie. Dans les kiosques, ce lundi matin, au lendemain de l'élection, à la une des journaux, le triomphe de la citoyenneté ou l'éloge de la sénilité du vote, et dans l'esprit de certains,
l'espoir d'un changement. L'ONG Amnesty International a critiqué le pouvoir pour sa persistance dans la répression des droits humains cette semaine. Nous espérons que les élus sauront répondre aux demandes de la population. Nous espérons le progrès et la prospérité pour notre pays. Dans un communiqué de l'Élysée, le chef de l'État français Emmanuel Macron a adressé ses meilleurs vœux de succès au président algérien. Il a rappelé la relation exceptionnelle entre les deux pays au-delà des crises récurrentes. Après l'Algérie où le président réélu a tout simplement été la fierté des Algériens qui lui ont prouvé avec cette élection, et nous souhaitons qu'en Afrique les choses se passent exactement comme cela. Tous dans les urnes pour voter, parce que c'est un contrat à la présidentielle entre un homme et le peuple. Je peux tout simplement rassurer à tous les pays africains, CNN sera là pour les couvertures et vous rapporter l'information vraie. On se retrouve juste après la réclame. Après l'Algérie, nous faisons un tour au Gabon, le plus petit pays d'Afrique francophone, en termes tout simplement de population, mais aussi riche. Et c'est d'ailleurs un émirat africain. Au Gabon, le président de la République a aussi effectué un voyage en Chine qu'il a mis à profit en rencontrant des personnalités. Et surtout, il a été visiter l'Académie des sciences agricoles de Nanjing, université dédiée à la recherche de plusieurs variétés de cultures. Quand on sait que le président Oligui Nguema veut rattraper le retard occasionné par les prédécesseurs et veut aller vite pour offrir à ses compatriotes gabonais le meilleur en toutes choses. On voit déjà des infrastructures qui se font pratiquement à vitesse grand V, on voit des constructions, on voit surtout le meilleur qu'il apporte aux étudiants, aux élèves, à tous. Le président va aller vite. Et en Chine, vous verrez dans ce reportage, cette université spécialisée qu'il a visité et vous comprendrez pourquoi. Il veut un développement pour aussi atteindre avec son pays l'autosuffisance alimentaire. Reportage Séverin Tiachoua, Raoul Sankoué, Gérard Richard Gozo et Marcel Bassolé. La délégation présidentielle gabonaise a déposé ses valises à l'Académie des sciences agricoles de Nanjing. Cette université possède un espace expérimental spécialement dédié à la recherche de différentes variétés de cultures telles que le riz. Selon les estimations du Conseil gabonais des chargeurs, le Gabon importe environ 95 000 tonnes de riz, ce qui représente environ 41 milliards de francs CFA, et souhaite inverser la tendance en misant sur le secteur agricole. Avec plus de 600 variétés de riz cultivées sur son territoire, la Chine a l'intention de soutenir le Gabon dans sa quête d'autosuffisance alimentaire. Cependant, il est important de noter que la culture du riz est actuellement en cours d'expérimentation dans un champ situé à Koungouleu, à 51 km de Libreville, la capitale du Gabon. L'objectif de ce projet est de fournir au Gabon une semence de qualité adaptée à son sol, en gestation depuis plus de 5 ans. Cette plantation a donné ses premiers résultats cette année. Le modèle chinois pourra donc donner l'opportunité d'approfondir la recherche et surtout proposer au Gabon une option pour une économie diversifiée. Il m'est arrivé souvent de contrôler un tout petit peu les niveaux de carburant dans leurs véhicules de service, leurs véhicules de liaison. Et souvent, je me suis demandé pourquoi, mais la raison, vous la comprendrez dans un instant avec ce grand format où toute l'équipe, les techniciens, ont sillonné la ville d'Abidjan pour avoir des impressions. Lesquelles? Vous en saurez dans un instant, c'est lors de notre grand format. Toute l'équipe dirigée par Ousmane Koulibaly, avec un technicien qui performe dans tous les domaines, Lévi Tevenant, ont sillonné comme ça la capitale ivoirienne, Abidjan. Ils ont voulu prendre des impressions des compatriotes ivoiriens pour essayer de savoir que pensent-ils du développement en Côte d'Ivoire. Et aussi, qu'attendent-ils exactement du gouvernement de Côte d'Ivoire qui travaille d'arrache-pied? Ça, on ne peut rien dire. Même si on n'aime pas le lièvre, comme le dit ce petit dicton, il faut reconnaître qu'il court très très vite. Et souvent, quelqu'un me disait, comment se fait-il que le lion, qui ne pèse pas plus d'1 tonne, peut-il être le roi de la forêt face au rhinocéros qui pèse 2 à 3 tonnes, face à l'éléphant qui pèse 4 à 5 tonnes? Retenez tout simplement qu'il a un secret. Je vous le dirai juste après la réclame. Alors le secret est simple et c'est ce qu'utilisent tous les techniciens, toutes les équipes de CNN. Le lion, pour chasser, se met toujours contre le vent.
à tel point que jamais, jamais, à tout jamais, le gibier ne peut sentir sa présence. C'est ce que fait l'équipe de CNN qui se met toujours là où vous ne les attendez pas. Et toute cette équipe, à qui je dis déjà bravo, ont été dans les rues d'Abidjan et voilà ce qu'ils vous ont rapporté. Et c'est cela le grand format de cette émission, tout en remerciant toute l'équipe dirigée sur le terrain par Ousmane Koulibaly, l'éviteux Eddie Vonan, son assistant et surtout avec la précision en post-production de Marcel Bassolé. Je pense qu'au cours de ces 12 dernières années, la Côte d'Ivoire s'est pas mal développée. Depuis 2011 en tout cas, elle s'est pas mal développée. Je pense même que c'est le premier pays africain avec le plus haut taux de développement depuis 2011. Bon, selon certains sources. Bon, quand je parle de développement, je parle aussi de certaines infrastructures, comme le pont, les ponts, voilà, des entreprises, la Tour F, qui sera la plus grande tour de l'Afrique de l'Ouest, qui sont en train de faire aussi. Voilà, il y a aussi les stades, différents hôtels qui ont permis d'accueillir les joueurs là, pendant la CAN, tout ça là. Donc c'est un peu ça. Bon, selon moi, la Côte d'Ivoire en plein développement. Tout le monde voit, même pendant la CAN, les gens ont vu, les Camerounais sont venus, ils ont vu, le Mali est venu, ils ont vu. Tous les différents pays d'Afrique ont vu le développement de la Côte d'Ivoire. Bon, moi j'attends que le gouvernement voit le nouveau. La vie est trop chère. Les parents se plaignent. Bon, imagine, tu n'as pas d'argent, on augmente courant. Tu vas au marché aussi, c'est gâté. Tout est cher. Tu as mangé quoi? C'est toujours aubergine à manger. Concernant le développement de la Côte d'Ivoire, sur le plan infrastructurel, il faut dire que cette décennie-là a été marquée de grands progrès au niveau des infrastructures, au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la santé, il y a beaucoup aussi d'améliorations. Mais sur le plan social, il y a beaucoup de plaintes qu'on constate et tout ça. Et je pense que les dirigeants doivent aussi faire des efforts à ce niveau-là. Ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'il œuvre efficacement pour répondre aux attentes des populations qui ont porté les choix sur les personnes, afin que l'unité et la cohésion tant recherchées dans cette nation-là puissent être effectives et puis être appréciées. Je pense que le pays est sur une bonne voie. Le pays, sur toute la surface, le pays a été développé. Voilà, vu les infrastructures routières, et vraiment, on sent qu'il y a un développement. Il y a un bon développement au niveau de la Côte d'Ivoire. Vu d'abord les ponts, vu aussi l'économie, voilà, vu aussi la stabilité du pays. En tout cas, le pays est sur une bonne voie. La Côte d'Ivoire avance. J'attends que le gouvernement encore fasse encore mieux. Voilà. Je n'ai pas dit que ce qu'on voit actuellement est bon, mais j'attends encore un mieux encore de la part du gouvernement. Du développement de la Côte d'Ivoire, bon, côté infrastructure routière, bon, je sais que il y a beaucoup de changements. Mais côté social, vraiment, ça ne va pas. Je crois que quand on développe les routes, c'est pour développer peut-être les villages, et pour développer les villages, développer un peu le commerce, tout et tout. Mais il faut penser aussi, dans le même moment, à équilibrer l'équation en s'occupant de la population afin de diminuer beaucoup de choses. Le développement de la Côte d'Ivoire, bon, ça nous fait plaisir, les infrastructures, les routes, les ponts. Le pays est beau, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir parce que quand tu vois certaines personnes parler de ton pays, en tout cas ça fait plaisir de voir les infrastructures, les routes, les ponts, en tout cas ça fait plaisir. Nos frères vont à l'école, ils ont des diplômes, c'est vraiment difficile d'avoir du boulot. Voilà, mettre plus d'accent sur l'emploi de la jeunesse. Pour nous ça marche. Pourquoi nous le transporteurs, partout on peut partir. Il y a route, il y a pont, il y a vraiment... La voie est bonne. Il y a beaucoup de voies, il y a beaucoup de nouvelles voies, ça nous arrange partout. On peut prendre un client pour partir, on peut aller tranquillement, sans difficulté. Le gouvernement veut que, pour s'améliorer le travail des populations, comment les jeunes pour gagner le travail, c'est ça? Parce que les jeunes ont besoin de travail. Voilà. Bon, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pense que c'est un exemple pour la majorité des pays de la sous-région. Pas seulement la sous-région, mais on va dire l'Afrique francophone de façon générale. Ces dernières années, nous avons vu qu'il y a
un développement économique assez exceptionnel par rapport à tout ce que nous voyons dans les différents pays d'Afrique. Je parle notamment d'un point de vue infrastructure. Voilà, je suis à cheval entre certains pays d'Afrique, mais quand j'arrive à Abidjan, je vois vraiment qu'il y a des choses qui se font. Tout n'est pas parfait, mais on sent quand même d'une année à une autre. Chaque fois que je reviens, je vois qu'il y a une avancée quand même exceptionnelle là-dessus. Non seulement au niveau des infrastructures, mais on peut voir aussi par rapport à tout ce qui est boom économique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un hub, surtout pour les grandes entreprises et même les startups. Je dirais que de ce que j'entends, c'est surtout faire un effort sur l'aspect social, d'accord? Au-delà de tout ce qui est économie, au-delà de tout ce qui est infrastructure, on veut aussi qu'également l'Ivoirien lambda puisse se retrouver. Rien à dire sur le développement. Parce qu'aujourd'hui, fils de la Côte d'Ivoire que je suis, il faut dire qu'aujourd'hui, même quand je vois tout ce qui est comme développement, c'est-à-dire infrastructure, et pont, tout et tout, il faut dire que vraiment, il y a une avancée. Il y a une avancée et je sais qu'aussi on a une avancée même sur certains pays. Franchement, ce que j'attends du gouvernement, comme on le dit, nous sommes dans un pays, il faudrait qu'on fasse les choses dans les normes. Voilà. Et moi, ça me fait mal au cœur pour les histoires au fait de primes au fait. Voilà. Il faut dire que depuis un certain moment, nous sommes un peu, comment on appelle ça, comment je peux dire le mot, nous sommes un peu lésés, comme on le dit. Voilà. Vraiment, je tiens à dire un grand merci aussi au gouvernement pour l'effort qu'il fait pour nous mettre dans le beurre. Donc, en tout cas, nous sommes en voie de développement. Avec tout ce que je vois, tout ce que le gouvernement a fait, vraiment, je leur dis merci. Et aussi, il faut qu'on développe sur l'éducation. Aujourd'hui, c'est l'éducation qui fait tout. Si l'éducation est mal faite, franchement, tout ce qu'on a bâti, ça sera inutile. Pour parler de développement de façon générale, on constate qu'il y a de nouvelles réalisations en termes d'infrastructures. Et on pense aussi que au niveau de la sécurité, il y a une certaine quiétude. Voilà. Mais sur le plan social, il y a encore des problèmes, surtout concernant les populations, avec la cherté de la vie, avec les difficultés d'accès aux soins sanitaires. Bon, on peut dire que le développement, d'un côté, ça va de l'autre, avec surtout les problèmes sociaux, logement, avec les déguerpissements qu'on observe ça et là. Et cela va créer aussi le problème de logement des populations. Et au niveau de la cherté de la vie, les coûts, on assiste de plus en plus à la montée des coûts des denrées alimentaires et aussi dans d'autres secteurs même de la vie sociale. Au sujet du développement de la Côte d'Ivoire est un beau pays qui est en train de se développer. Il y a de cela quelques années, tout le monde souhaitait un très beau pays et je pense que nous avons eu cette chance de développer ce pays pour dire que nous voyons l'évolution, une grande évolution au niveau des infrastructures et les Ivoiriens aussi au niveau des mentalités. Les Ivoiriens ont décidé de prendre en charge leur vie. Les Ivoiriens deviennent beaucoup plus entreprenants. Ils croient en eux et je pense que cela augure d'un avenir radieux. Nous attendons que le gouvernement poursuive sur cette belle lancée pour développer davantage l'ensemble du territoire parce que le développement s'observe bien dans les grandes villes, mais nous souhaiterions bien que cela s'observe aussi un peu partout dans le pays, même en zone rurale, avec l'amélioration au niveau de l'achat des produits agricoles. Bon, ce que je pense du développement de la Côte d'Ivoire, actuellement la Côte d'Ivoire évolue très bien. Avec toutes les infrastructures que nous voyons, le 5e pont de Yopon qui vient de mettre en marche dessus, le pont Ado, la tunnel d'Abobo et puis la voie Y4 qui est à Niamey là-bas. En tout cas, on peut dire mieux. J'attends du gouvernement. Pour moi, je suis étudiante. Je viens d'avoir mon BTS en stage actuellement. Donc si l'État pouvait mettre à disposition des entreprises pour que les entreprises privées puissent nous prendre, puisque les concours actuellement, donc mobiliser les entreprises privées pour nous les étudiants qui n'ont pas d'expérience mais pour qu'on nous prenne pour le travail. Je vois que la Côte d'Ivoire
est vraiment en voie de développement. Parce que dans les années 1960-70, on ne voyait pas ces infrastructures routières. Voilà. Et de nos jours, on voit vraiment l'effort que le gouvernement fournit au niveau de notre pays, dans tous les domaines. Donc on voit vraiment des infrastructures, des ponts, des routes, des stades. En tout cas, le pays est beau, c'est joli. Il y a beaucoup qui reste à faire. Voilà, donc j'attends encore l'effort, qu'ils fournissent encore assez d'efforts. Pour, bien vrai, aussi il y a des affaires, mais qu'ils fournissent encore assez d'efforts pour le bon fonctionnement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Voilà qui me rassure sur la baisse du carburant dans leurs véhicules de liaison, parce que souvent on se dit, ils vont souvent se balader, prendre du bel air du côté de la Y4, que vous voyez d'ailleurs, une belle réussite du gouvernement de Côte d'Ivoire. Cette Y4, et pour vous qui êtes du côté de l'Hexagone, en France, ou encore très très loin, vers Denver, aux États-Unis, regardez la Côte d'Ivoire, comment elle se précise, elle se présente, pour offrir le meilleur à ceux qui décideront de venir s'installer ici, et en priori aux Ivoiriens. Là, je sais aujourd'hui que ce niveau de carburant qui baisse est dû à leurs reportages spéciaux dans la ville d'Abidjan. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission, tout en vous remerciant d'avoir choisi votre petit écran pour regarder le Constiécal Week News et vous rappeler que 24 heures sur 24, vous avez des informations toutes les 30 minutes sur cnntv.ci et en replay sur www.ciwebinfo.net. Restez branchés 24 heures sur 24 pour avoir sur nos médias l'information vraie, tout en remerciant toute l'équipe de production, Ousmane Koulibaly en tête avec sa caméra pour des reportages spéciaux, Lévite Elivonan, Marcel Basselet, Stéphane Négou du côté du Cameroun, Eric Biquet, Gérard Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tiatoua et celui que j'appelle le maître d'œuvre, celui qui me donne le signal d'une belle réussite d'un programme, ce n'est que Marcel Basselet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro, tout en vous rappelant de ne pas oublier les rediffusions sur vos médias. Au revoir.